Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Alors, je pense qu'on va peut-être dissocier un petit peu on va commencer par ce qui était médical. On va demander quand même à ceux qui veulent poser des questions d'abord à Philippe Maurice sur son intervention, qui était effectivement extrêmement intéressante. Et ensuite, on posera des questions sur les grèves d'utérus. Et on fera ensuite un débat global, je pense, sur le problème de la gestation pour autrui. Alors, des questions pour Philippe Maurice. Charles. Je vais commencer. Pardon. Je vais être désolé, je vais pas pouvoir séparer les deux questions, puisqu'en fait, il y a eu des interventions qui recoupent les deux. Je vais commencer tout bêtement en me présentant. Je suis Dominique Menson, donc cofondateur de l'association Clara, donc des couples infertiles. Et dans le domaine médical, j'ai entendu quelque chose qui m'a vraiment frappé et je pense qui peut s'éclaircir. J'ai entendu le retour du biologique, du génétique. Et ça fait peur. Je pense qu'il ne faut pas se tromper sur ce sujet-là. Vous avez donc bien décrit la différence qu'il y a entre la gestation pour autrui et la procréation pour autrui. Et en disant que on avait le retour de la gestation pour autrui qui était le retour du génétique. Je ne le crois pas du tout et je crois que tout le monde sera d'accord avec ce que je vais vous dire. Pourquoi on fait la distinction? Qui l'a fait la distinction? C'est le législateur dans tous les pays. Dans tous les pays, il a considéré qu'il y avait deux impacts qui n'étaient pas du choix des parents d'intention. Le premier impact, c'est que la procréation pour autrui n'a pas besoin d'un circuit médical et donc c'est tout à fait possible que ça se passe dans un circuit clandestin. Donc les condamnations, toutes les ambiguïtés ont rejeté la procréation pour autrui parce qu'elle n'a pas de contrôle. D'où l'intérêt de beaucoup de personnes vers la gestation pour autrui, non pas pour des motivations qui relèvent du génétique, mais bien pour cette question-là. Le deuxième aspect, qui n'est pas le retour du biologique, ce n'est pas non plus cette fois-ci cette donnée-là qui a joué, c'est le législateur et les parents d'intention qui se sont mis à la place tout simplement de la gestatrice en pensant que si elle avait, elle, un lien génétique avec l'enfant qu'elle portait, ça rendait les choses bien plus difficiles. Donc une fois qu'on a clarifié ça, je pense que tout le monde sera d'accord qu'il vaut mieux s'orienter vers une absence de lien génétique et un contrôle médical. Et maintenant, avoir des enfants, je crois que ça dépasse largement le lien génétique, comme vous l'avez dit, donc je suis tout à fait d'accord avec vous. Donc pour rester sur le médical, il y a un deuxième aspect qui m'a franchement choqué, je ne vous le cache pas, c'est que j'ai entendu que la relation utérine, c'était sûrement le plus beau moment dans la vie d'un enfant. Alors moi, je ne suis pas du tout d'accord d'entendre ça. C'est tel que ça a été présenté. C'est très compliqué. Ce qui fait d'un enfant un homme, ça commence dans le désir. Des fois, il n'y a pas le désir, ça n'empêche pas la suite. Il y a la fécondation, elle peut se faire à l'extérieur, ainsi de suite. Il y a la grossesse, on s'en rend compte, il y a 10 000 façons de le voir. Il y a la naissance, ça peut bien se faire, ça peut mal se faire. Il y a l'adoption. Enfin, on ne peut pas résumer une relation parent-enfant à une étape. Il y a des tas de fois où il y a des étapes qui sont chantées. On ne va pas le résumer là. Donc je ne suis pas d'accord avec ce point-là. Comme je ne suis pas d'accord avec quand vous citez, l'enfant reconnaît la voix, la musique. À chaque fois, on répète toujours la même chose, mais ok, il retient la musique, mais si on change tout simplement la personne qui chante la musique, on a exactement la même reconnaissance. Et la clinique médicale, pour rester dans le médical, nous répond qu'il n'y a jamais eu de problème. Toutes les études le confirment. Il y a eu un séminaire européen il y a quelques mois qui a démontré qu'il n'y avait absolument aucune différence que l'on soit né par gestation par autrui, par don d'ovocytes, par don de sperme, donc ce qui, une fois de plus, infirme le biologique et replace la dignité humaine au centre du débat. Et pour terminer sur les aspects médicaux, je pense qu'on aura un second round avec les aspects juridiques, nous on est confrontés au quotidien dans notre association, non pas à des personnes qui réfléchissent à une cryopréservation de leurs ovaires, qui est un petit peu tout neuf, on va dire, mais très concrètement, et il y en a déjà des dizaines et des dizaines, par des congélations d'embryons pour préserver leur fertilité, mais qui aujourd'hui sont doublement bloqués par la situation légale française au niveau de la gestation pour autrui, mais aussi comme elles ne peuvent pas, ces personnes-là, sortir, entre guillemets, je n'aime pas ce terme-là, j'en ai pas trouvé d'autres, sortir des ovules de leur propre corps, elles sont donc obligées d'envoyer à l'étranger, enfin elles voudraient envoyer à l'étranger des embryons et c'est formellement interdit.
elles auraient le droit de voyager en tant que personnes. Les embryons, non. Donc, concrètement, comment répondre médicalement? Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces personnes-là qui existent? Et on n'est pas projeté dans le futur, elles existent bien. Ma question est là. Je me sens un tout petit peu visée, donc je vais prendre la parole. Je reviendrai pas un peu sur les propos que vous avez un petit peu caricaturés, mais peu importe. Je voulais simplement dire qu'il y a des situations où on n'a pas de réponse à apporter aux patientes, et ne pas avoir de réponse, ça veut pas dire qu'on se moque des patientes, ni qu'on n'a pas de compassion pour elles, et ni pour leur mari, et que voilà, on n'a pas de réponse, et les réponses possibles feraient intervenir la souffrance d'une tierce personne. Donc on peut de temps en temps dire au couple que l'on a en face de nous, nous n'avons pas de solution, et voilà, ça veut pas dire que qu'on n'a pas de compassion, qu'on est méchant. Voilà, c'est comme ça. Toutes les situations n'ont pas obligatoirement de réponse médicale, je veux dire. Bon, je vous remercie pour votre intervention, mais je pense qu'on va essayer de reprendre le débat là, on a essayé de le lancer, c'est-à-dire sur la première intervention de Philippe Maury, savoir s'il y a quelques questions d'ordre médical avant de reprendre ce problème important, effectivement. Bon, alors, une question médicale. Moi, d'abord, je trouve que c'est un scandale qu'il n'y ait pas de gestation pour autrui en France encore. C'est déjà pour mettre les choses au point. Mais pour Philippe Maurice, je voudrais lui demander, quand tu fais la décision de cryoconserver l'ovaire avant l'intervention, tu n'as pas toujours l'histologie, que ce soit pour une tumeur borderline ou un endomètre avec un sarcome à faible taux de malignité. Donc comment tu peux programmer cette cryoconservation alors que tu n'as pas encore l'histologie? Sur le plan pratique, comment ça se passe? Parce que la tumeur borderline en diagnostic préopératoire, c'est pas toujours évident. Non, les situations dans lesquelles on l'a fait, c'est toujours des situations de recours. Souvent, c'est des patients qui ont une première chirurgie, je dirais, exploratrice ou des prélèvements qui permettent d'avoir une confirmation histologique, et les patients sont référés après avec une discussion où on a une quasi-certitude histologique et où là, clairement, il faut fonctionner moi qui suis en centre anticancéreux, on fonctionne en réseau complet avec Antoine Becler, où on discute des dossiers avec un staff en visioconférence quand il y a besoin. Bref, c'est pas une discussion qui se prend sur un coin de table, comme ça, la veille de l'intervention chirurgicale. Ça doit se planifier avant, et pour les médecins qui font la congélation, et pour les gens qui voient les patients. Pour le borderline, c'est quand même un peu prévisible, parce que c'est quand même une tumeur pour laquelle il y a des récidives contralatérales très fréquentes. Donc quand vous avez déjà une patiente qui a eu l'annexectomie il y a 5 ans, 10 ans, 3 ans ou 2 ans, et qui a l'annexe contralatérale qui a une très forte suspicion de récidive, c'est quand même la situation très fréquente. Moi, j'en vois beaucoup qui me sont envoyés pour ça. Là, on a le temps d'organiser la cryopréservation, et lors du geste chirurgical... Il n'y a pas eu de geste avant quand c'est une première... Mais quand il n'y a pas de geste avant, si elle a 25 ans, qu'il y a quand même pas mal de critères qui laissent suspecter que c'est une tumeur avec un potentiel de malignité élevé, c'est quelque chose qu'on évoque dès la première fois où on voit la patiente. Et dans l'endomètre aussi ? Dans l'endomètre, je pense qu'il ne faut pas en parler, parce que je pense que les traitements conservateurs dans l'endomètre, il faut vraiment rester hyper prudent. Autant dans le col, je pense que c'est une option acceptable, autant dans l'ovaire, il y a des niches, autant dans le borderline, ça doit être l'option privilégiée chez les femmes jeunes. Autant dans l'endomètre, je préfère pas en discuter parce que je pense réellement qu'on est sur un terrain ultra glissant. Une autre question ? Clairement 35 ans, alors ça, là j'ai vraiment les résultats, ceux qui en font, Catherine, tu me corrigeras, mais vraiment c'est 35 ans. Moi j'aurais une question, c'est peut-être aussi une réponse à toutes les questions qu'on se pose. Tu as donné quand même des résultats assez moyens, des grossesses après transposition des ovaires. Alors justement, dans le cadre effectivement de ce type de prise en charge, est-ce qu'on n'est pas justement au moment où on peut faire un petit peu un mix, c'est-à-dire transposer éventuellement un ovaire et prélever un ovaire pour le cryoconserver? Ça serait quand même effectivement une technique qui pourrait peut-être être
plus acceptable, dans le sens où il y a quand même une faible fécondité après. Et c'est-à-dire que toutes les tumeurs pelviennes, que ce soit les sarcomes, par exemple, on a des sarcomes du ligament large, des sarcomes de la fesse, des tumeurs des wings, enfin bref, je vais pas faire le panel des indications de cryopréservation ovarienne, les épendymomes de la queue de cheval, qui sont des tumeurs qui vont pas nécessiter de curithérapie, où l'irradiation sera une irradiation focalisée sur le site de la tumeur. Là, ça marche bien. C'est-à-dire garder sur le site de l'utérus la trompe qui reste anatomiquement connectée à l'utérus, mais remonter que l'ovaire. Souvent, je fais une transposition bilatérale, mais il y a des résultats en termes de fertilité qu'on a, et en particulier à l'époque où on traitait les dysgerminomes ovariens par une transposition contralatérale à la tumeur initiale et puis une irradiation homolatérale au site tumoral initial, ça donnait des bons résultats en termes de préservation de la fertilité. Donc, je pense que pour préserver le capital ovarien, c'est la meilleure technique chez les patientes qui vont être irradiées. Après, pour la préservation de la fertilité, tout dépend de savoir si on va avoir curithérapie ou s'il va y avoir qu'une irradiation externe qui ne sera pas forcément une irradiation plein champ sur le pelvis. Et l'âge est important. À 25 ans, on avait bien vu ça à l'époque où les Hodgkin, on les traitait par ces méthodes-là d'irradiation totale avec du MOP ou du CHOP. Et avant 25 ans, les résultats en termes de préservation des fonctions endocrines étaient excellents. Donc je pense qu'il ne faut pas oublier cette technique. Effectivement, on peut la combiner, je suis d'accord avec toi, avec la cryopréservation de temps en temps, dans certaines indications où là, on sait qu'on va impacter localement l'utérus qui ne va plus être forcément fonctionnel. Là, ça peut être une bonne idée. Une question ? Hélène. Apporter un corollaire à ce que vous avez dit, Monsieur Maurice. Je suis Hélène Le Turc-Niersch. J'ai travaillé effectivement sur les traitements antioxydants, sur les séquelles radio-induites. Effectivement, la transposition ovarienne donne de bons résultats lorsqu'il n'y a pas eu d'irradiation sur ces ovaires, ou une irradiation très faible par des diffusés. Et le problème reste effectivement les séquelles sur l'utérus. Effectivement, nous avons utilisé ce traitement antioxydant, mais surtout après radiothérapie, lorsque les séquelles étaient constituées. Et je rejoins ce que dit la littérature et ce que vous avez dit également, à savoir que nous avons un véritable cut-off. On obtient une réversion assez importante de ces séquelles lorsqu'il y a eu une irradiation de moins de 30 degrés sur l'utérus, avec des récupérations au niveau de l'endomètre et de la vascularisation utérine. Et en dendrocyte, nous avons un taux d'implantation qui reste inférieur à celui des femmes qui n'ont pas eu de radiothérapie, certes, mais tout à fait acceptable. Par contre, au-delà de 30 degrés, cette récupération, je ne dis pas qu'elle soit nulle, puisqu'il y a une récupération myométriale, mais la vascularisation reste insuffisante et l'endomètre également. Donc, le travail reste aussi à faire sur l'utérus. Je voudrais juste rajouter que je pense que, moi je me place aussi du point de vue de gynéco-cancérologue, je pense que ce qu'on discute n'est acceptable qu'à partir du moment où on ne fait pas du bricolage qui va impacter la survie ultérieure des malades. C'est-à-dire que tout ça est vraiment dans l'urgence éventuellement, dans la réflexion, mais à partir du moment où on ne fait pas du bricolage parce qu'on va faire un petit truc avant pour essayer d'augmenter la fertilité, il faut que le cœur du débat de la fertilité soit avec l'idée qu'on va donner à la patiente les mêmes chances de guérison que si elle avait 40 ans et où la fertilité n'était plus au cœur de la prise en charge. Donc ça n'est acceptable qu'à partir du moment où les chances de survie sont optimales chez ces patientes et sont absolument identiques que chez les autres femmes, chez qui cette problématique n'est plus d'actualité. Pascal, Pierre. Moi, je voulais faire une réflexion sur les prélèvements ovariens dans les tumeurs borderline et plus généralement dans les indications cancéro-gynéco. C'est de prévenir les patientes qu'aujourd'hui, on ne peut pas utiliser leur tissu. On n'a aucune expérience de la réintroduction de l'ovaire congelé, préservé, ayant une tumeur borderline. On se proposait à un moment de greffer ça en sous-cutané. On ne connaît pas s'il y a une récidive sur les greffons. On ne connaît pas l'histoire naturelle d'une maladie qui est intrapéritonéale et qu'on met en extrapéritonéale. Donc il faut être très prudent quand on prélève ces patientes. Alors leur donner de l'espoir, oui, mais aussi les prévenir. Parce que nous, on a été confrontés à des patientes qui sont venues pour se faire greffer. On a refusé la greffe. Donc il faut être très très prudent quand on va congeler ces tissus en prévenant bien la patiente qu'aujourd'hui on n'est pas sûr de les greffer. Alors, excusez-moi, mais je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne suis pas d'accord avec vous parce que je pense qu'à partir du moment où sur le plan cancérologique, on a admis qu'on accepte le traitement conservateur comme une option licite dans les tumeurs borderline de l'ovaire. C'est-à-dire qu'on sait que ces patientes, elles vont avoir plus de récidives que les traitements radicaux et que ces récidives sont quasiment toujours des tumeurs borderline et qu'elles sont accessibles au moment de leur récidive, à une chirurgie simple, sans chimiothérapie, qui ne met pas en jeu leur pronostic vital ultérieur.
Si vous admettez, et c'est quand même le cas maintenant de toutes les équipes qui traitent beaucoup de tumeurs borderline, et c'est un consensus international, si on admet sur le plan cancérologique que le traitement conservateur est une bonne indication et qui doit être privilégié chez les femmes jeunes, je ne vois pas pourquoi on n'accepterait pas potentiellement de cryopréserver peut-être des fragments ovariens qui peuvent avoir des petites microcellules, mais quand vous faites une kystectomie ovarienne et que vous faites ce seul traitement dans une tumeur borderline de l'ovaire, vous savez que dans 40% des cas, vous allez laisser des petits fragments ovariens dans l'ovaire qui a été gardé. Vous l'acceptez sur le plan carcinologique chez des patientes qui ont les ovaires en place, pourquoi vous ne l'acceptez pas dans la cryopréservation ovarienne? Donc je pense que jusqu'au moment où vous aurez une patiente qui sera enceinte, et je veux pas, et je pense que dans les 2 ans, ça sera le cas, à partir du moment où une patiente aura une grossesse après transplantation de cryopréservation ovarienne obtenue sur des fragments d'ovaires qui ont été faits sur des tumeurs borderline de l'ovaire, votre jugement sera réalisé. C'est une population de jeunes filles qui ont 17 ans, 18 ans, 25 ans, 30 ans. Honnêtement, moi, je ne fais plus des consultations chez ces jeunes filles sans leur parler de la cryopréservation ovarienne. Même si vous êtes réticent, je comprends votre réticence, je connais bien les papiers de la littérature et le taux de patientes qui ont des évolutions de tumeurs borderline de l'ovaire après traitement conservateur, qui ont récidivé sur un mode invasif, on les compte sur les doigts d'une main. Il y a 8 cas actuellement dans les stades, sur 1500 patientes qui ont été rapportées. Donc vous voyez, je pense que c'est un risque très acceptable et qui fait que chez des patientes qui sont prévenues qu'il peut y avoir un récidive sur le site de la réimplantation, il faut vraiment en discuter. Et je pense que vous ne pouvez pas dire que parce qu'il y a un petit risque, il ne faut pas le faire. Là, on arrive à un non-sens, c'est-à-dire qu'on va décider de prélever l'ovaire qui était potentiellement sain pour le congeler, donc pour avoir une perte folliculaire avec une greffe de 90%, alors qu'on aurait pu le laisser. Oui, mais bien souvent, ce sont des femmes qui sont réopérées ou là, on décide de cryopréserver. Si on fait des cryopréservations ovariennes, c'est parce que malheureusement, de temps en temps, quand vous avez une récidive de 6 cm qui est centrale dans le cortex ovarien profond et qui occupe la quasi-totalité du corps ovarien, mais que vous avez une couronne périphérique d'1 ou 2 cm, vous ne pouvez pas faire de kystectomie parce que c'est sur le pôle opposé à la vascularisation de l'ovaire. Vous êtes obligé de faire une ovariectomie, mais vous avez dans la pièce d'ovariectomie 1 ou 2 cm de parenchyme ovarien qui est sans tumeur, qui aurait pu être cryopréservé. Je suis d'accord avec vous, le gold standard, quand elles ont des récidives, c'est de refaire des kystectomies, mais de temps en temps, c'est pas toujours faisable. Il y a certaines entités histologiques, comme les tumeurs micropapillaires, qui donnent des atteintes bilatérales d'emblée très fréquentes, et dans ces entités histologiques-là, il faut préserver cette voie, parce que vous pouvez pas toujours être conservateur. Par contre, il faut toujours garder l'utérus en place, on va pas revenir là-dessus, mais si c'est possible, le garder. Bon, on va peut-être avancer dans les présentations. Est-ce qu'il y a des questions sur la présentation du docteur Tristan Gauthier sur les greffes d'utérus? Est-ce que vous avez la pratique chez le cadavre? Je sais que les asastomoses vasculaires, c'est pas facile chez le cadavre, mais est-ce que vous avez essayé, par curiosité, chez le cadavre, parce que c'est quand même... Pardon? Est-ce que vous avez le projet de le faire? C'est un projet, oui, c'est un projet. Vous n'avez pas encore essayé? Proche. Ouais. D'accord. Alors, tu as dit, Christian, que entre la greffe et la grossesse, il était recommandé d'attendre 24 mois. Donc, c'est 24 mois sous lesquels la patiente va être sous immunosuppresseur. Va se rajouter la grossesse au cas où. Qu'en est-il une fois qu'elle a accouché? Une fois qu'elle a accouché, on a plusieurs options. On peut l'imaginer, puisqu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de grossesse décrite chez la femme. Si jamais elle a un autre désir d'enfant, elle continuera son traitement immunosuppresseur. Si jamais elle a assouvi son désir et qu'elle ne désire plus d'enfant, à ce moment-là, on pourra retirer l'utérus et à ce moment-là, stopper le traitement immunosuppresseur. C'est l'intérêt de la greffe d'utérus par rapport aux greffes d'organes vitaux. Voilà. Est-ce que les gros animaux comme les brebis, etc., sont un bon modèle pour la femme en ce qui concerne la greffe d'utérus? Sont des utérus généralement bicornes, comme chez la brebis, mais la taille de la vascularisation est assez similaire à celle de la femme, donc
c'est un bon terrain d'entraînement, effectivement, pour réaliser les anastomoses vasculaires. Voilà. Cette question de graisse d'utérus est vraiment très très intéressante, vraiment très prometteuse, et je vous remercie de nous l'avoir présenté. Au passage, je dirais que ça n'intéresse personne du côté des couples infertiles d'avoir un utérus artificiel, parce que c'est le sommet de l'inhumain. Par contre, on se pose beaucoup de questions sur le futur d'une greffe d'utérus. C'est-à-dire qu'on a bien un risque de rejet. Or, vous l'avez dit dans la présentation, c'était dit, on a pas mal de femmes qui sont affectées d'un syndrome MRKH, donc une aplasie mullérienne, qui, les 3/4 du temps, se traduit aussi par des gros problèmes au niveau sexuel qui demandent des efforts incroyables, qui sont pas loin de la torture. Donc la grosse angoisse de ces personnes vis-à-vis de la greffe d'utérus, c'est si la greffe ne marche pas, qu'on retire ce greffon, est-ce qu'il y a une conséquence sur leur vie sexuelle, sur leur vagin qui est déformé? Déjà, avant de greffer l'utérus, on aura traité la génésie vaginale. Après, à mon sens, il n'y a pas de raison qu'il y ait de conséquences une fois qu'on a retiré puisqu'on ne va pas toucher au vagin. On va simplement retirer l'utérus. Donc, à mon sens, il n'y a pas de raison qu'il y ait des conséquences sur l'activité sexuelle de ces dames. Je peux me permettre de poser une question. J'ai trouvé votre présentation très intéressante. La réflexion que je me fais, est-ce que... ce qui m'impressionne dans cette greffe, c'est que c'est des patientes qui vont être en immunosuppression toute leur vie. Est-ce que je dirais que le prix à payer en termes d'objectifs qu'on veut atteindre est pas un peu lourd, en particulier avec les risques de cancer induits sous immunosuppression très prolongée? Est-ce que vous pensez que là, l'objectif fait pas qu'il y ait une disproportion entre la greffe qui est extrêmement séduisante sur le plan technique, mais aussi la nécessité d'immunosupprimer ces patientes jusqu'à la fin de leur jour, entre guillemets? Justement, par rapport aux organes vitaux, l'intérêt de la greffe d'utérus, c'est qu'on va pouvoir retirer l'utérus une fois qu'on aura assouvi le projet de grossesse. Voilà. Donc on pourra retirer l'utérus en fonction des désirs de la patiente. Enfin, on peut imaginer ça comme ça. Donc normalement, la patiente ne doit pas avoir le traitement immunosuppresseur à vie. Donc c'est une greffe de relative courte durée. Voilà, on est dans la greffe d'organes non vitaux. Donc, on va peut-être donc maintenant essayer de lancer le débat sur le nœud donc, du jour, on va dire, qui est donc le problème de la gestation pour autrui. Et je pense que chaque intervenant aura peut-être des réponses à donner aux différentes questions. Est-ce qu'on peut lancer là? Oui. Monsieur Wolf. Je crains qu'en discutant de la gestation pour autrui, on commence à assister à un dialogue de sourds. Les gens qui sont favorables voient la détresse de la mère, de la femme infertile. Les gens qui sont opposés, les arguments que j'ai entendus ou que j'ai pu lire, voient la commercialisation qu'il peut y en avoir, commercialisation du corps humain, commercialisation du corps de la femme. Et ce sont des arguments qui ne se répondent pas les uns aux autres. C'est-à-dire, on peut avoir énormément de compassion pour la femme infertile et souhaiter de faire tout ce que l'on veut pour elle. Il n'en demeure pas moins que, de l'autre côté, il y a un rapport de commercialisation du corps humain et de la grossesse d'une autre femme qui, moi, me choque particulièrement, bien que je comprenne tout à fait les arguments des gens qui sont favorables. Alors, dans cette situation, comme a dit Madame la sénatrice, effectivement, on a la chance, si on peut dire, qu'il y a déjà eu des situations de pays dans lesquels ça a été légalisé. Alors, ma question, j'ai une réflexion et une question. Peut-être pouvons-nous nous tourner vers ces pays-là pour voir ce que cela donne. Alors, moi, je ne l'ai pas fait. J'ai simplement été voir sur Internet un petit peu, puis dans les journaux, et j'ai été absolument effrayé par ce que j'ai pu lire sur une grossesse qui s'est passée de ce genre-là en Belgique, là où c'est toléré. C'est-à-dire qu'une dame a été effectivement enceinte avec des gamètes d'un autre couple, et puis finalement a mis l'enfant en vente sur Internet, a dit au couple donneur des gamètes qu'elle avait fait une fausse couche, a été de vendre finalement à un couple de Hollandais, je crois, qui ont proposé plus qu'un couple d'homosexuels à qui elle l'avait proposé auparavant. Et
comme on en parle dans les journaux, c'est qu'il y a eu un procès, c'est-à-dire que les donneurs de gamètes ont été au courant qu'il n'y avait pas eu de fausse couche, que l'enfant était né, qu'il était ailleurs. Enfin bon, c'est un imbroglio. Et je crois que le tribunal, pour le moment, a laissé l'enfant à ceux qui l'avaient acheté au mieux disant, en fonction du fait qu'il était bien traité et bien accepté dans cette maison-là. Cet exemple-là, je ne sais pas s'il y en a d'autres, il y a peut-être des exemples dans lesquels c'est très très bien passé, où tout le monde est heureux, y compris la mère qui a porté l'enfant et qui l'a donné ensuite, etc. Mais je dois dire que ça m'effraie un petit peu et j'aimerais savoir si effectivement, dans ces pays où les choses ont été légalisées depuis longtemps, il y a des expériences heureuses pour tout le monde, y compris pour la dame qui a porté l'enfant. L'affaire dont vous parlez là, en Belgique, la Belgique c'est un pays qui n'a ni interdit ni autorisé, qui permet au fond. On en a eu connaissance nous dans nos rapports. Et si vous voulez, c'est là où sur ces questions, on pourrait dire qu'il y a un fait et qu'on peut opter pour oui ou non, parce qu'on peut en voir les deux faces. Donc la question de la commercialisation, elle a été particulièrement celle qui a fait que les Anglais ont légiféré en 85 et ils ont eux du recul, c'est-à-dire qu'ils ont de l'expérience. Ils ont voulu lutter contre le fait de l'achat. Ils nous ont expliqué ça, que ce soit le ministère de la Santé, le ministère de la Justice. Nous avons rencontré là-bas tous les intervenants qui peuvent être ceux d'ailleurs qu'on pourrait avoir dans un pays comme le nôtre sur la même question. Et ils ont voulu arrêter un achat immédiat. Je vous appelle les choses comme elles sont. On dit que les Auvergnats sont près de l'argent, donc ils savent en parler. Alors j'en parle. Non mais parlons-en, parce qu'en fait un des problèmes est là. Alors, pensez qu'on peut aller sur Internet aujourd'hui, vous allez sur Internet, vous allez trouver ici, en France, une femme qui acceptera. Il y a des journalistes, pendant que nous préparions ce rapport, qui ont fait l'expérience, qui sont venus en témoigner. Mais vous trouvez à un prix important un achat d'enfants porté par une femme d'Ukraine dans la nécessité, ou en Inde, d'une manière spectaculaire. Les Anglais étaient très interpellés par cette communauté sur leur territoire, et ils ont pris les devants par rapport à cette question. Donc, nos rencontres en Grande-Bretagne, dont ils sont conscients qu'ils ont légiféré dans la hâte et pour arrêter ça, après avoir vu sans doute différemment les problèmes de la responsabilité de la personne en Grande-Bretagne, ils considèrent que ce sont deux adultes qui se mettent d'accord. Il n'y a pas d'achat. Le juge intervient pour savoir si la dépense est raisonnable, c'est-à-dire comment est compensé les frais de grossesse. Nous avons un système de sécurité sociale qui prend en compte un accouchement, qui prend en compte un certain nombre de faits, ils n'ont pas le même. Donc ils nous ont donné à peu près le niveau dit raisonnable. Vous savez, les anglo-saxons ont cette notion du raisonnable à beaucoup de niveaux, qui est en gros le fait de maîtriser tout de même ce qui se passe. Et je sais bien que le cas de la revente sur Internet est choquant, mais c'est ce qu'il faut éviter, justement. C'est ce qu'il faut éviter. Nous sommes partis sur l'idée que encadrer et confier à des médecins, à un juge, comme nous le faisons pour la procréation médicalement assistée, les conditions qui entourent, c'était quelque chose qui pouvait éviter des dérives, parce qu'on sait bien, et on a un certain nombre de couples qui, chaque année, s'en vont, parfois en Belgique, c'est moins loin, parfois en Californie, ailleurs, dans des conditions légales, de bonnes conditions médicales et psychologiques. Et on a vu des vraies réussites. Nous avons rencontré, mais ça n'est qu'un exemple, et je pense qu'on ne peut rien faire sur un seul exemple. Nous avons rencontré une femme qui était une mère, qui a permis à deux couples d'avoir des enfants, et qui était normalement épanouie, heureuse, et qui nous a dit, écoutez, je l'ai pas fait pour l'argent, moi je l'ai fait parce que j'aime bien. Elle avait d'ailleurs, et c'est là où nous avons réfléchi sur procréation, gestation, c'est-à-dire le fait génétique, en disant il faut pas qu'elle soit la mère génétique, cette femme.
nous pensons qu'il faut mettre un peu de distance. Elle avait les photos des enfants sur elle, comme peut-être certains d'entre nous ont les photos de nos enfants ou de nos petits-enfants dans leur sac. Donc voilà, mais visiblement, on a parlé avec des avocats, avec beaucoup de personnalités qui nous ont dit combien ils préféraient avoir une loi. Et que presque la moitié des couples qui venaient en Angleterre étaient des Français quand même. Voilà, ça fait réfléchir. Avant de redonner la parole à la salle, je voudrais quand même poser une question. André, bon, le rapport, moi je suis assez favorable à l'agitation pour autrui, mais le rapport il me paraît extrêmement courageux. Il y a un point on a discuté beaucoup avec beaucoup de gens, qui a choqué un petit peu, c'est le délai de rétraction qui apparaît dans ce rapport. Alors on peut comprendre effectivement qu'on laisse un petit peu l'attitude à la femme qui a porté. On peut aussi dire la douleur effectivement des parents qui sont génétiquement effectivement à l'origine de cette grossesse existe, mais on peut peut-être effectivement la maîtriser. Mais quid de l'enfant? Quid du droit de l'enfant à connaître ensuite ses origines? C'est quand même quelque chose qui est extrêmement demandé aujourd'hui, qui est beaucoup débattu, la recherche de paternité après insémination. Mais là, on va être devant une recherche de paterno-maternité. Est-ce que ça va pas être un petit peu compliqué aussi? C'est pas du tout... Enfin, à nos yeux, c'est vraiment pas du tout compliqué. Il n'y a pas d'anonymat. Il n'y a pas d'anonymat. C'est pas du don de sperme. Il n'y a pas d'anonymat. Il y a une histoire à assumer. Il y a quelque chose à dire à son enfant. Et il y a des relations qui existent entre des parents intentionnels et des mères qui ont porté, ou qui ont l'air de se passer. Écoutez, moi je dis une chose, alors on peut regarder les problèmes par divers aspects. Ça serait l'idée selon laquelle l'enfant ne pourrait aimer qu'une femme. Mais c'est pas vrai. La vie est beaucoup plus vaste, plus ouverte, plus généreuse. Il n'y a pas d'anonymat du tout. Il n'y a pas d'histoire de droit aux origines ou pas. Il y a des choses claires. Alors après, la question dont vous parlez, mais ça c'est la question, c'est l'approche par les juristes, c'est la question... Ce mot n'est pas beau, j'en ai conscience, mais c'est celui qui est couramment employé, c'est le mot repentir. C'est-à-dire le délai dans lequel, au bout d'un processus réfléchi, construit, avec des intermédiaires comme nous le voyons, qui encadrent, c'est pas un coup de tête, il y a des agréments, il y a un juge, il y a tout de même un certain nombre de précautions. Il y aurait possiblement une femme qui dirait non, finalement, moi je peux pas, cet enfant je l'ai porté, c'est le mien. S'il n'est pas génétiquement le sien, on pourra dire, mais vous direz peut-être une malice de ma part, que avoir introduit les tests ADN dans une loi se retournera contre ceux qui l'ont voulu, parce qu'avec du biologique et de l'ADN, vous faites la preuve que l'enfant n'est pas l'enfant de cette femme. Il est celui des parents intentionnels. Mais les juristes ont souhaité, nous avons pensé qu'il fallait donner, mais les Anglais ont mis 6 mois. On donnait 6 mois. Est-ce qu'on a besoin de 6 mois? C'est pas fermé, si vous voulez. Nous, c'est des contributions, des réflexions au niveau où nous étions. Je vais vous dire, s'il ne restait à régler que ce détail-là, que ce problème-là, c'est pas un détail, c'est un problème, la question est pas, elle est ouverte au fond. Si quelqu'un dit il faut un délai de 2 mois ou un délai de 15 jours, les Anglais nous ont dit 6 mois en disant ça permet de maturer, ça permet de créer des liens. Mais il n'y a pas d'anonymat, ça c'est clair. Moi là-dessus, on est tout sauf dans l'anonymat. On est dans une vérité à dire et faire comprendre à un enfant comment il est arrivé là. Mais bon, on le voit avec les enfants adoptés. Et quand on parle de l'abandon, un enfant abandonné, vraiment abandonné sous X, ce qui est toujours la loi chez nous, c'est un abandon bien plus dur que de donner à une famille intentionnelle un enfant qui a été un peu un portage commun. C'est notre point de vue. C'était 3 jours, non, sans le texte? La proposition était de 3 jours. Mais je crois enfin, si vous voulez, il y a sans doute dans ce rapport des choses qui sont pas c'est pas une écriture de proposition de loi, notre affaire. C'est des propositions pour ouvrir le débat, justement, avec
les uns et les autres et vérifier un certain nombre de choses. Mais ça demande, je crois, de poser un petit peu quelques idées préconçues. Et moi, si vous voulez, on a entendu beaucoup le mot abandon. Alors moi, si vous voulez, peut-être parce que je dirigeais un établissement d'enfants sourds et que l'ambition de ma vie professionnelle a été de donner aux sourds la parole parce qu'ils peuvent, ils ne sont pas muets parce que sourds. C'est le poids, le sens des mots et la musique des mots. Dans abandon, il y a don. Voilà, sans faire juste cette remarque, mais il y a passage, il y a des enfants qui n'ont pas cette chance même d'être portés de l'une à l'autre ou des uns aux autres, qui sont seuls. Madame la sénatrice, je voudrais vous poser la question de comment on peut imaginer, puisque vous avez dit vous-même que vous ne voulez pas faire preuve d'angélisme, ce que je comprends, comment on peut... Non, mais oui, bien sûr. Comment est-ce qu'on peut imaginer qu'on va éviter des histoires d'argent vis-à-vis de la porteuse? Il y aura l'argent officiel et puis il y aura l'argent qui sera moins officiel. Ça va être difficile, ça, à contrôler. Mais s'il y a un juge, il y a un contrôle. Il faut qu'il y ait un contrôle. Et puis deuxième réflexion... Est-ce que certaines opérations, certaines IVG qui se faisaient avec l'argent du dessus et du dessous, bon voilà, il faut lutter contre ça de manière générale. Puis j'aurais juste voulu rappeler à tous les gens de la profession quelle a été l'émotion quand tout le monde a appris qu'il y avait une et puis 2 morts maternelles lors de grossesse de syndrome de Turner. Alors évidemment, on peut pas mettre sur le même plan d'égalité, mais vous pouvez imaginer quand il y aura une mort maternelle lors d'une hémorragie de la délivrance ou lors de je ne sais pas quoi, dans quel état nous serons tous lorsque nous aurons participé à l'organisation de... Mais je crois que c'est la question de la procréation médicalement assistée, des progrès qu'elle a permis. Moi, je me souviens sans doute, comme beaucoup d'entre vous dans cette salle, le premier bébé, le bébé Amandine, c'était un événement incroyable. Avoir un enfant hors sexualité, c'était quelque chose d'un peu incroyable. C'est bien, notre rapport a essayé toujours de prendre en compte les deux aspects, faire ou pas faire. Oui, Madame la sénatrice, je vais juste réagir à ce que vous venez de dire. Là, le problème, c'est que le risque n'est pas pris par les gens qui bénéficient de l'assistance médicale à la procréation. Le risque, il est pris par la porteuse, c'est-à-dire quelqu'un qui ne bénéficie en rien de ce qui va se passer. La question que je voulais vous poser, c'est, j'ai bien compris que le rapport était fait dans un sens de très grande empathie et de souci de répondre à la détresse de certaines patientes, et nous la comprenons également très bien. Il est très transgressif par rapport à ce qui est l'usage et la loi actuelle en France concernant les dons, c'est-à-dire de l'anonymat. Vous venez de dire qu'il n'y aura pas d'anonymat, mais donc forcément vous introduisez une brèche quant à tout ce qui est le reste de la pratique du don en France. Ce projet de loi, il prend, je trouve, peu en compte le principe d'une possible objectisation du corps de la femme en général, ou en tout cas vous n'en avez pas parlé, mais il est fait dans le but d'éviter les dérives, la commercialisation, le tourisme procréatif et d'encadrer un peu les pratiques. Mais dans la mesure où il va être extrêmement cadré et restrictif, comment espérez-vous que ces pratiques resteront encadrées? Et comment espérez-vous qu'il n'y aura pas de tourisme procréatif qui va perdurer, comme c'est le cas pour le don d'ovocytes, où la régulation, et on le reproche assez à la France, ne permet absolument pas d'encadrer complètement les pratiques. Ce n'est pas un projet, madame, je tiens bien à le dire. Je ne suis pas venue vous présenter un projet de loi. D'abord, seul le gouvernement peut le faire. Proposition. Ce n'est pas une proposition de loi. C'est une réflexion d'un groupe pour aider à avancer sur la question. C'est bien de cela qu'il s'agit. Notre rapport s'appelle « Contribution à la réflexion sur la maternité pour autrui ». Et si vous m'avez bien entendu, je vous ai dit qu'aujourd'hui, qu'allons-nous faire? Attendons-nous d'inscrire ces questions dans la révision des lois bioéthiques ou
déposons-nous une proposition de loi. Et la question n'est pas tranchée. Donc nous n'en sommes pas encore là, parce qu'elle est délicate. Et c'est vrai, vous avez raison, sur la question de l'anonymat, et sur la question, regardez, la question entre les Espagnols qui rémunèrent et nous, il y a une différence sur les ovocytes. Donc nous sommes dans un environnement européen, et voire plus vaste, la preuve, lorsque les transcriptions d'actes viennent de Californie ou de l'Ontario, avec toutes les problématiques attachées à la question non pas de l'état civil des enfants, qui est bien inscrit, mais dans l'avenir, et si on regarde notre monde comme il est, comment faire établir dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, un certificat de nationalité française dans ces conditions, ça sera difficile. Comment faire une sortie d'autorisation de territoire à un moment où on arrivera à des questions administratives pures pour un enfant qui sera un enfant né dans un cadre légal dans un pays avec une transcription non faite dans le nôtre. C'est à tout cela que nous avons pensé. Mais ça n'est pas encore une proposition de loi. J'ai entendu, lorsque nous l'avons déposé, que certains ministres dans le gouvernement actuel soutenaient cette idée et d'autres étaient totalement hostiles. Donc il y a un débat qui est ouvert. Donc nous sommes dans le débat, au fond. Est-ce que vous avez un retour d'expérience sur l'Angleterre savoir oui, est-ce que il y a également des dérives malgré tout, est-ce que la loi a résolu tous les problèmes? Elle a en tout cas construit ce qui est utile. Vous pouvez toujours avoir une loi et des transgressions, ça, je veux dire, c'est dans tous les domaines. Vous savez bien que aujourd'hui les drogues sont interdites et les gens pourtant fument du cannabis ou prennent autre chose. Donc la question est si on ne légalise pas, ça veut dire qu'on connaît les dérives et qu'on les laisse, les dérives d'argent et de santé, de problématiques qui peuvent être des problématiques de femmes qui vont aller chercher contre leur propre intérêt et à des âges qui sont peut-être plus difficiles. Du corps. Si on regarde bien, par exemple, pour la recherche biomédicale, vous avez bien des volontaires sains qui se prêtent à des recherches qui n'ont aucun intérêt pour eux. Et ça nous semble tout à fait acceptable parce que c'est dans l'intérêt collectif. Vous avez les donneurs vivants qui donnent également un rein ou un morceau de leur foie pour autrui et ils prennent également un risque pour eux-mêmes. Donc en fait, toute la question est accepte-t-on que cette personne prenne un risque ou pas? Et ensuite, la loi, comme je le disais tout à l'heure, la loi peut très bien dire oui, on peut le faire ou on peut ne pas le faire. Tout dépend de la position de la société. Ensuite, une deuxième chose à propos du faut-il légiférer, puisqu'on revient encore à cette question qui a été posée avant les lois de 94 et je vois qu'on y revient encore une fois. La loi, même si elle encadre quelque chose, elle n'évitera jamais les dérives. C'est une utopie de se dire que parce qu'on aura encadré une activité ou parce qu'on aura tout simplement légiféré sur une question difficile, forcément ça va fermer la porte à toute... Pardon ? Voilà, ça aura fermé la porte à toutes les tentations de contourner la loi, de fraude, etc., etc. Ce n'est pas possible. L'encadrement ne le permet pas. L'encadrement permet simplement de dire voilà quelle est la position de la société à tel moment et nous allons essayer, parce que nous avons fait ce choix-là, de le faire au mieux. La loi est simplement là pour faire au mieux et non pas de résoudre absolument tous les problèmes. Ça, c'est absolument impossible, tout simplement. Ok, moi j'ai 2-3 petites questions à vous poser sur le droit. C'est très intéressant parce qu'on annonce des principes de droit qui seraient intangibles et on les oppose un peu à une hypothétique réalité. Et je pense que ça mérite d'être approfondi. Il y en a deux qui sont au cœur de la question, ça a bien été dit. C'est le premier, c'est la mère et celle qui accouche, et le deuxième, c'est le don anonyme et gratuit. Par opposition, sur le premier point, on dit la mère et celle qui accouche et on l'oppose à un contrat de droit privé. Il y a deux choses à dire. La première chose, c'est qu'en France, on fait une sacrée exception à la loi de la mère et celle qui accouche. En gros, 1 millier d'accouchements sous X. Donc une femme, on fait une fiction, elle n'a pas accouché. Et en gros, 4000 avortements où là, elle n'a pas accouché, mais elle devient mère. Donc la vérité serait de dire, tout à fait honnêtement, la mère est aussi celle qui reconnaît l'enfant, qui a bien l'intention.
Donc on voit que c'est pas si simple que ça, qu'on peut pas se limiter à un principe absolu, qu'il y a toujours une exception. Quand on sait que l'indication à la gestation pour autrui, on va dire, c'est 1000 à 2000 personnes, pourquoi on fait une exception pour l'adoption et l'accouchement sous X et pas pour la gestation pour autrui? Donc ça tient pas tellement la route. Maintenant, une fois de plus, tout l'intérêt de la législation, c'est d'encadrer les pratiques. On fera juste remarquer que tous les pays qui ont légiféré, sans aucune exception, c'est la loi qui établit la filiation et absolument pas le contrat de droit privé. Oui. Donc l'intérêt de légiférer, c'est de rendre impossible et inutile un contrat de droit privé, qui existe pourtant, puisque le mariage est un contrat de droit privé entre personnes. Ça, je tenais à vous le rappeler. Ensuite, le mariage est une institution. Mais c'est bien un contrat entre personnes. Donc, ce n'est pas un contrat, c'est un contrat chez le notaire. Si vous passez un contrat, oui, pour un Devant régime le notaire, c'est un matrimonial, contrat. mais non pas l'entrée dans le mariage qui est une institution, puisque vous prenez l'ensemble des devoirs, des droits et obligations du mariage. D'accord, mais ma femme peut me mettre un contrat sur le nez en allant chez un notaire. Vous êtes d'accord avec moi? Ensuite, le don est anonyme et gratuit. Alors, excusez-moi, j'ai un problème de réalité, c'est que la semaine dernière, j'ai trouvé ça très très bien, soit dit en passant, je soutiens cette chose. La semaine dernière, dans mon entreprise, j'ai vu des immenses banderoles, donnez votre sang, donc une association subventionnée par la collectivité organise la collecte du sang. Évidemment, je vais le donner. J'y suis d'autant plus amené à le donner que j'ai été contacté par email, au cas où j'aurais oublié par SMS. Et en contre-don, on m'a offert un très bon casse-croûte et surtout un grand sourire et une grande valorisation. Alors excusez-moi, j'étais pas du tout anonyme et ce n'était absolument pas gratuit. Donc il faut quand même se rendre à l'évidence. Nos principes, ce ne sont pas que le don est anonyme et gratuit, c'est que le don est altruiste et on n'en tire pas de profit. Et une fois qu'on a dit ça, on va tout examiner sous un autre œil. Parce que rendre le don anonyme et gratuit, évidemment, c'est quelque chose qui est un absolu et qui va priver des tas d'autres dons qu'on accepte par ailleurs. Pour sauver la vie d'un autre, on peut donner un bout de son foie. Et pour le coup, quand on le fait, c'est qu'on le connaît. Donc ce n'est pas anonyme non plus. Ce n'est pas gratuit. Ça coûte un certain nombre d'argent. Il y a bien une compensation de cette personne. Cette personne est hospitalisée. On va pas le jeter à la rue et ne pas on va l'hospitaliser, avoir un arrêt de maladie, ainsi de suite. Donc quand on regarde les expériences étrangères, on a un regard qui est faussé. C'était dit par Madame la sénatrice et Michel André. Et je le remercie. Nous, on a la chance d'avoir la sécurité sociale qui nous prend en charge dans des systèmes où les assurances privées ne sont pas obligatoires et quand elles existent, elles ne prennent pas tout en charge. On comprend bien qu'il se pose la question de la compensation. Donc, je pense qu'il faut regarder un petit peu avec plus de profondeur. Donc, ça m'amène à ma question qui est vraiment de fond. C'est que vous nous avez énuméré le droit, mais alors vous en avez oublié un, madame. Et il est constitutionnel. Il s'appelle la liberté. Et justement, dans la Convention d'Oviedo, elle s'appelle la Convention de la biomédecine et des droits de l'homme. On fait bien une balance entre, justement, la dignité du corps humain, le respect de la dignité du corps humain et la liberté individuelle qui passe par le consentement libre et éclairé. Ça, je pense que ça serait important de le dire. Et le deuxième point, le deuxième principe que j'aimerais bien que vous nous parliez aussi, ça s'appelle l'égalité. C'est au fronton de nos mairies, c'est les valeurs de la République. Donc c'est l'égalité devant la maladie. Comment on peut accepter d'un côté de soigner l'infertilité masculine par l'ICSI et le don de sperme? Comment on peut soigner l'infertilité ovarienne par le don d'ovocytes et ne pas soigner l'infertilité utérine? Il y a un problème clair d'égalité. Et j'aimerais bien que vous nous en parliez. Alors ça fait beaucoup de questions en une. Alors déjà, première chose, ce que je voulais préciser, c'est qu'en étant juriste et non pas législateur, je n'ai aucune maîtrise des textes. Je ne suis là que pour dire voilà ce qui est. Je n'ai pas dit ce qui devrait être. Je n'ai pas donné ma position personnelle que vous ne connaissez d'ailleurs pas, puisque je n'en ai pas parlé et je ne souhaite pas en parler. Et qui ne veut pas dire que je suis contre et qui ne veut pas dire que je suis pour. Donc voilà, cette première chose étant dite. Alors, vous avez donc abordé beaucoup de points. Alors, je vais essayer d'y répondre, de répondre à tous. Alors, premièrement, le premier qui me vient à l'esprit, c'est le don anonyme et gratuit. Alors, en ce qui concerne l'anonymat, alors je parle juste en tant que juriste qui interprète les textes, c'est tout. Anonyme, ça veut dire que vous ne pouvez pas connaître, vous, receveur, votre donneur.
La gratuité, c'est simplement que vous ne pouvez pas être professionnel du don et que vous ne pouvez donc pas être rémunéré pour le don de sang ou d'organes, etc. Vous avez parlé ensuite du don d'organes entre vivants, et je suis d'accord, c'est une exception à ce principe de l'anonymat, qui est que le receveur normalement ne connaît pas son donneur, puisque cela se passe dans un cadre intrafamilial, et que donc dans ces cas-là, évidemment, l'anonymat est absolument impossible. Ensuite, en ce qui concerne la gratuité, vous aviez dit également qu'il fallait être un peu hypocrite de dire qu'il y a de la gratuité, y compris pour justement les dons de sang, etc., puisqu'il y a une rétribution en quelque sorte. Alors je vous dirais oui, peut-être, un peu. Je parlais tout à l'heure de la recherche biomédicale, on est en plein dans cette difficulté, c'est-à-dire que les volontaires, leurs efforts sont, on va dire, il y a une compensation financière de leurs efforts, alors qu'on sait très bien qu'ils sont recrutés sur Internet et qu'ils y vont non pas parce qu'ils ont un tel altruisme qu'ils veulent faire forcément avancer la science, mais parce que très souvent, ils considèrent que c'est une somme tout à fait confortable. Pas toujours, bien évidemment, et je ne généralise pas non plus, mais en tout cas, on peut se demander si ce qu'on n'appelle pas rémunération n'en serait pas une dans l'esprit de certaines personnes. Peut-être pas dans l'esprit du législateur, mais en tout cas des personnes qui vont recevoir cet argent. Alors, ensuite, en ce qui concerne la différence entre le contrat et l'institution, puisque Madame la sénatrice disait tout à l'heure que ce serait un régime légal et non pas contractuel, le contrat, cela signifie qu'on vous laisse la liberté de choisir ce que vous allez mettre dans le contrat, et vous êtes simplement lié par des principes très généraux. Justement, le contrat doit avoir un objet licite, conforme à l'ordre public. Bon, on va dire des choses extrêmement générales, mais le contenu du contrat même, c'est vous qui allez le définir. En revanche, un régime légal, la loi fixe toutes les conditions, fixe le contenu de ce qui va se passer entre les gens. Les gens n'ont pas le choix. Vous n'avez pas le choix de dire ça je le veux, ça je ne le veux pas. C'est pour ça que je vous disais, en ce qui concerne le mariage, c'est une institution parce que vous ne pouvez pas vous dire ah ben finalement alors moi le devoir de fidélité j'en veux pas, le devoir de cohabitation j'en veux pas non plus, par contre le reste je le garde parce que ça me plaît bien. Vous ne pouvez pas. En principe, vous rentrez, vous devez vous conformer à l'ensemble des principes qui sont établis dans cette institution. Donc je pense que si la gestation pour autrui devait être légalisée, elle devrait l'être effectivement dans un régime légal et non pas contractuel, pour justement éviter toutes les dérives de commercialisation du corps humain, etc., etc. Parce qu'on ne sait pas, parce qu'on n'aurait pas du tout de droit de regard sur ce qui se passe dans les conventions entre la personne qui sera gestatrice et les parents intentionnels. Ça serait de la libre volonté des personnes. Alors ensuite, en ce qui concerne les grands principes que vous avez cités, la liberté, l'égalité, moi j'allais dire, je répéterai encore une fois ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est un choix de société à faire. Si on veut donner la liberté aux gens de le faire, on le fera, puisqu'on a les moyens juridiques de le faire. Il y a toujours un mécanisme juridique où on pourra dire on peut faire une exception au principe. En ce qui concerne l'égalité, eh bien, je dirais, on peut faire un petit parallèle avec les enfants adultérins qui pendant très longtemps n'étaient pas reconnus en France. Il y a un moment donné où on s'est dit, bon, finalement, il faudrait peut-être, au nom de l'égalité également, reconnaître les mêmes droits à l'ensemble des enfants. Donc je dirais que tout est possible, y compris pour l'ordre public, puisque, y compris dans le rapport que j'ai lu avec beaucoup d'attention, on y cite notamment la polygamie, c'est-à-dire que pourquoi ne reconnaîtrait-on pas justement les actes d'état civil établis à l'étranger pour les gestations pour autrui, alors que finalement on reconnaît notamment les actes de mariage polygames parce que ce sont des actes établis de manière tout à fait licite à l'étranger et on les laisse produire leurs effets en France. Donc pourquoi ne laisserait-on pas produire les effets d'actes étrangers de gestation pour autrui en France? Effectivement, on pourrait faire le parallèle, c'est toujours pareil, c'est juste une évolution de la société. Je voulais revenir aussi sur une chose, c'est l'indisponibilité de l'état des personnes, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de contrat et par sa propre volonté se dire on change son état. Alors, il y a eu aussi une évolution à ce niveau-là, puisqu'il y a eu une évolution au niveau du transsexualisme. Pendant très longtemps, on ne l'a pas admis, et puis il y a un moment donné où la jurisprudence a dit, non, finalement, le principe de l'indisponibilité de l'état des personnes ne s'oppose pas à ce qu'on puisse reconnaître un changement de sexe, puisque la réalité, quelle est-elle? Est-ce que c'est la réalité de naissance ou est-ce que c'est la réalité
après opération, psychologique, etc., etc. On a admis que la réalité qui devait être prise en compte par le droit était cette nouvelle réalité, même si elle résultait d'une volonté d'une personne. Donc j'allais dire, on a les moyens juridiques de le faire. Maintenant, est-ce qu'on veut le faire? Là est toute la question. Voilà, je crois qu'on a eu droit à un cours très didactique sur le droit français et on est très très content et extrêmement intéressant effectivement avec tous les cas qui sont effectivement en parallèle au droit. Est-ce qu'il y a encore quelques questions ou est-ce que Madame la Présidente veut clore le congrès? Il n'y a plus de questions? Donc je vais clore le congrès. Alors écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment ici durant ces 3 jours. Moi je trouve qu'il y a eu plein de sessions très très intéressantes. Et donc je vous souhaite un bon retour chez vous et puis à très bientôt. Au revoir.